Bienvenue à toi. Sur cette chaîne, il y a au moins 2 vidéos par mois, un format court et un format long. Je profite de cette introduction pour te demander que si tu aimes le contenu de la chaîne, de ne pas hésiter à t'abonner, de liker les vidéos que tu préfères et de mettre un commentaire si tu le juges nécessaire. Cela aidera l'algorithme de YouTube à faire connaître ma chaîne auprès des autres. À tous présents à venir, salut! Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, comme promis, une vidéo sur la blockchain en prolongation de ma vidéo précédente. Nous allons aujourd'hui voir l'algorithme de la preuve de travail, Proof of Work, qui est l'algorithme qui permet de décider quel mineur a le droit de publier un bloc de transaction. Si ce que je viens de vous dire maintenant ne fait aucun sens pour vous, je vous engage à aller voir ma vidéo précédente que vous trouverez ici. Pour les autres, je vous dis à tout de suite. Ciao! L'algorithme de la preuve de travail fait appel à beaucoup de notions. On va regarder ça par des slides, ce sera beaucoup plus simple pour vous pour me suivre. Reprenons notre histoire là où nous l'avons laissée la dernière fois. Je l'ai dit rapidement dans l'introduction, mais rappelons quand même à quoi sert un mineur. Un mineur est donc celui, ou en tout cas l'ordinateur, le hardware, qui va sélectionner dans le réservoir de transactions quelles sont celles qu'il va mettre dans un bloc et blocs qu'il va ensuite proposer aux autres mineurs. Nous avons donc dit la dernière fois, sur le thème de la thèse que je vais tenter de défendre dans mon doctorat, quelle manière je propose pour pouvoir choisir ce mineur. Et évidemment, c'est un thème de recherche, donc ce n'est pas celle-là qui est implémentée aujourd'hui dans les différentes blockchains telles que Bitcoin. Comment est-ce que cela fonctionne-t-il dans Bitcoin, qui est la plus connue des blockchains ? Quand on parle du choix du mineur par la preuve du travail, vous allez souvent entendre dire que le mineur doit en fait résoudre un puzzle mathématique. On va aller un petit peu plus en profondeur que bêtement dire cela. On va essayer de voir c'est quoi exactement ce puzzle mathématique. Alors, l'idée est quand même belle, ça permet quand même de bien comprendre, de bien s'imaginer de quoi on va parler. C'est en fait résoudre un puzzle pour lequel on ne connaît pas l'image de départ. On a juste les pièces du puzzle qui sont éparpillées et on doit essayer de les rassembler pour faire une image qui soit correcte. Donc, quand le mineur réussit à résoudre ce puzzle, il reçoit une incitation, en tout cas en Bitcoin c'est comme ça, et l'incitation c'est 12,5 Bitcoins qui sont créés lorsqu'un mineur réussit à créer un bloc. 12,5 Bitcoins, sachant qu'un Bitcoin, où l'heure où je vous parle est plutôt aux alentours de 8 000 €, ça vaut la peine. On comprend donc pourquoi il y a beaucoup d'engouement pour les mineurs et que donc il y en a pour le moment énormément. La probabilité de succès de la résolution de ce puzzle est en fait tout à fait calculable et on peut dire qu'on peut la prévoir et donc dire, par exemple dans le cas de Bitcoin, que l'on veut que ce puzzle mette 10 minutes pour être résolu. Il est reconnu que cet algorithme est particulièrement efficace quand on ne connaît pas les autres mineurs. Il est simple à mettre en œuvre, et donc ce sont les deux avantages qui font que c'est celui qui est utilisé pour le Bitcoin. Par contre, et vous allez mieux comprendre, j'espère dans quelques instants, ça demande une consommation d'énergie énorme, et ça encourage, vu les 12,5 Bitcoins à 8 000 €, ça a encouragé des fabricants d'appareils à créer des appareils qui ne font que ça, et donc on est très loin du concept de départ qui était de dire on va pouvoir créer de la monnaie avec son PC ou son smartphone. Cet algorithme de puzzle doit avoir quelques caractéristiques importantes. La première est qu'il doit être réplicable. Ça veut dire que le résultat est identique si l'entrée est exactement la même. Je vais reprendre l'image du puzzle. Vous devez arriver à la même image si les pièces que vous avez en main sont les mêmes. Et si vous rejetez exactement les mêmes pièces à quelqu'un d'autre, il devrait aboutir à la même image. Unique, ça veut dire que si on change une pièce de votre puzzle, à la fin, le résultat n'est pas exactement le même. Et donc, si l'entrée change, ne fût-ce qu'un tout petit peu, le résultat final doit être complètement différent. Alors, idéalement, ça va pouvoir aussi permettre de réduire ou de cacher l'information initiale. On ne veut pas pouvoir deviner à l'avance quelle sera l'image à laquelle on doit obtenir, sinon on pourrait trouver des trucs et astuces pour aller plus vite et pour tricher. Et doit être non prévisible donc pseudo-aléatoire. L'image
de fin doit être une image qui ne peut pas être connue à l'avance. Dans le monde du chiffrement et dans le monde des télécommunications, il y a une fonction, il y a un algorithme qui est très fort utilisé, qui est le SHA-256. Je vais dire dans cette vidéo SHA-256, ce sera plus court. C'est en fait un petit programme qui prend un fichier, qui le triture dans tous les sens et qui, à la fin, donne un résultat en 256 bits qui permet de s'assurer que le fichier de départ est bien le même. On ne va pas entrer dans les détails sur comment ce SHA-256 fonctionne. Il faut juste savoir qu'on a un fichier d'entrée, on le passe à travers la moulinette du SHA-256 et on a un résultat qui est en 256 bytes qu'on appelle un hash. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, je prends une photo d'un certificat de propriété pour faire le lien avec ma vidéo précédente. Je mets cette photo dans le programme SHA-256 et j'ai un résultat que vous voyez là sur le slide. Imaginons que je prends une autre photo, mais j'ai fait cette fois-ci une petite tache de café sur le certificat en question. Je le rentre dans le SHA-256 et j'ai un résultat qui est complètement différent. Il était impossible de prévoir quel serait le résultat avec la photo d'entrée. Par contre, on peut certifier que cette photo-là n'a rien à voir avec la photo précédente, que donc elle a été manipulée, qu'elle est différente en tout cas. C'est une caractéristique qui est très intéressante. Et c'est cela que l'on va utiliser pour la preuve de travail. Comment est-ce que cela fonctionne? On va d'abord prendre l'ensemble des transactions que nous avons sélectionnées dans le réservoir de transactions. On va également introduire l'ancien bloc, le bloc précédent, comme entrée de ce SHA-256. Et, comme dernière entrée, mais la plus importante, c'est ce qu'on appelle le nonce. Le nonce est un nombre que vous pouvez choisir comme vous voulez. Et on a un résultat qui est donc un hash, qui est donc un chiffre de 256 bytes. Si ce chiffre arrive dans une fenêtre d'acceptation, dans un intervalle d'acceptation, alors on dit qu'on a gagné. Et on peut créer le bloc. Si jamais ce n'est pas le cas, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit remplacer le nonce par un autre nombre. Comme le résultat n'est pas prévisible à l'avance, la seule manière d'arriver dans cet intervalle, c'est de tester le plus grand nombre de nonces possible pour y arriver. Je vous ai beaucoup parlé de blockchain et j'ai souvent cité Bitcoin. Je vous propose de regarder dans cette blockchain, la Bitcoin, toutes les notions dont nous avons parlé dans cette vidéo et dans la vidéo précédente. Pour cela, je vais regarder sur ce site ici, blockchain.com. Vous voyez, vous avez déjà accès à un explorateur de blocs, Bitcoin, Ethereum et Bitcoin Cash, qui est en fait un avatar de Bitcoin. Vous avez là le prix en dollars du Bitcoin à ce jour. Vous voyez, 8721 $, c'est quand même pas mal. Vous avez le taux de hachage, 53 775 192 terahash par seconde. Vous vous souvenez ce que j'ai dit sur les opérations de calcul et vous vous souvenez combien ça coûte de faire du terahash par seconde en termes d'énergie. Vous avez également ici la difficulté. Alors la difficulté, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est en fait l'intervalle qui vous permet de valider que votre bloc est créé. Donc dès que vous trouvez un bon nom, c'est que vous tombez sur cet intervalle-là. En fait, la difficulté, ça permet d'élargir ou de raccourcir l'intervalle de création d'un bloc et ça permet de s'assurer qu'on reste bien dans une moyenne de 10 minutes. En effet, si le taux de hachage, si vous mettez de plus en plus de machines, il va être de plus en plus facile de trouver le bon nonce, vu que vous allez pouvoir tester plein de combinaisons possibles. Et donc, vous allez raccourcir ce temps. À ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? On raccourcit l'intervalle et donc on augmente la difficulté pour trouver le bon hash qui rentre dans cet intervalle-là. Par contre, à l'inverse, si le nombre de hashages diminue, vous allez avoir plus que 10 minutes pour créer un bloc. Et dans ce cas-là, on va donc élargir l'intervalle de manière à diminuer la difficulté, qu'il soit plus facile de trouver un nonce qui corresponde à un hash qui rentre dans cet intervalle. On va maintenant aller plus dans les détails et on va rentrer dans un bloc. Voici à quoi ressemble une chaîne de blocs.
vous avez ici le bloc 580 999, qui est le bloc qui va juste au-dessus du 580 998. Regardons à quoi ce bloc correspond. On a donc ici le sommaire de ce bloc, qui s'appelle aussi le bloc header, ou la tête de bloc si vous préférez. On a le nombre de transactions. Vous avez également le nonce, qui est donc le nombre qui a été créé de manière aléatoire pour pouvoir trouver un bloc qui rentre dans l'intervalle d'autorisation. Maintenant, regardons dans les transactions. Alors, on a toute une série de transactions qui ont été générées, qui sont en fait des transactions qui permettent de vider de temps en temps le réservoir de transactions pour les transactions qui n'ont pas été acceptées. On a ensuite toutes les transactions avec toutes les clés publiques des différents échanges de Bitcoin qui ont été faits. Donc si j'en prends une au hasard, je vais prendre la première, on ne va pas s'embêter. Cette adresse-là a envoyé à ces deux adresses-là les Bitcoins que vous voyez là. C'est donc une transaction. Et donc on sait très bien, et donc elle a été valide, que cette personne-là, cette adresse-là, avait suffisamment de Bitcoin sur son compte pour pouvoir envoyer ces Bitcoins à ces deux personnes-là. Donc évidemment, tout cela est complètement virtuel, il n'y a pas d'argent, et quand on regarde sur Internet, on voit les petites pièces marquées Bitcoin dessus, ça c'est juste pour de la com, c'est juste pour faire joli, c'est jamais que des 0 et des 1, c'est jamais qu'un asset électronique, comme on appelle ça. C'est donc juste une convention. Dans les transactions, vous avez donc vu qu'il y a des adresses publiques qui permettent de faire ces échanges-là. C'est donc l'équivalent de votre numéro de compte à la banque. La grande différence par rapport au monde de la banque, c'est que vous pouvez vous-même créer votre propre adresse sans passer par un intermédiaire. Voilà, je vais clôturer ici cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre ces différents concepts. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans la blockchain. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Par contre, sachez, comme je l'avais annoncé, que juillet, août et septembre sont des mois que je réserve à un thème qui est celui du Japon. Et donc, la blockchain pourrait revenir éventuellement en octobre. C'est un petit peu long, mais je sais que vous êtes patient. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!